Alors, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir donc Ariel Amasboungui, qui est architecte urbaniste, qui a été haut fonctionnaire chargé du projet urbain au ministère, qui a dirigé le Grand Prix de l'urbanisme, qui a écrit une 50aine de livres. Alors, il y en a quelques-uns dont le titre me paraît particulièrement intéressant. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Il y en a un qui s'appelle La ville pas chiante, alternative à la ville générique. Donc, ça donne une idée du ton sur lequel vous travaillez, qui nous convient bien. Et il y en a un autre qui s'appelle Les territoires oubliés, un futur désirable. Donc, je vous invite à vous plonger dans sa très nombreuse bibliographie, mais aujourd'hui, si Ariel est avec nous, c'est pour parler d'urbanisme féministe, qui peut-être un gros mot pour certains, mais dont on pense qu'il a un grand avenir. Donc je vous demande de lui accorder un tonnerre d'applaudissements. Merci. Et j'espère bien faire le livre. Parce que pour ma génération, quand on n'a pas fait un livre, on n'a rien fait. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le verbe, les choses s'oublient. Et j'insiste auprès des jeunes générations, c'est important de lire un livre. Et pas seulement de chercher sur Internet, parce qu'un livre vous oblige à tenir un raisonnement de A à Z. J'ai aussi été professeur et j'insistais auprès des étudiants pour qu'ils tiennent un propos construit. Alors, pourquoi on parle d'urbanisme féministe, et j'ai appelé ça « oser parler d'urbanisme féministe ». Parce que c'est difficile en France, c'est-à-dire que quand vous évoquez le terme, ça donne des boutons. Un terme féminisme donne des boutons. Alors, moi, pour arriver à y travailler au sein du Club Ville Aménagement qui réunit les grands aménageurs et l'État, la recherche, ça n'a pas été facile, parce qu'on m'a dit c'est agressif. C'est bizarre quand même, c'est agressif. Alors, je vous explique, autre raison de travailler là-dessus, c'est que, de fait, j'avais exploré de nombreux territoires, et en particulier l'Espagne, qui nous dit beaucoup de choses sur l'urbanisme féministe, et Vienne, je l'évoquerai. Alors aujourd'hui, pourquoi ce thème au moment où on peut dire que la planète se casse la gueule? Je vous dis en rigolant, mais c'est pas drôle. Si vous lisez la presse, c'est quand même très dur. C'est-à-dire qu'on a des reculs sur l'écologie, des reculs extrêmement graves sur la place de la femme, très graves, de plus en plus graves, des reculs sur la solidarité, sur l'inclusion, le thème de votre journée. Pourquoi parler des femmes, au fond, quand on a tous ces sujets sur le dos? D'abord parce que, justement, comme je l'ai dit, le contexte mondial va à reculons sur l'égalité des genres, et parce qu'en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte que le monde serait meilleur si on entrait dans l'urbanisme par ce biais-là. Et aussi parce que, étonnamment pour certains, les pratiques des femmes sont beaucoup plus écologiques que ceux des hommes. Et ça, on a des statistiques là-dessus. D'abord, elles marchent, elles prennent les transports en commun, elles consomment à proximité et elles économisent énormément de CO2 dans leurs pratiques. Alors, si on entre dans ce sujet, ça veut dire faire la ville autrement. Et ça fait appel, moi je suis une ancienne haut fonctionnaire de l'État, ça fait appel à des politiques nationales, à des politiques locales. Les politiques nationales, nous sommes extrêmement en retard, y compris sur les violences. Et par rapport à l'Espagne, nous sommes à des années-lumière des avancées significatives que j'évoquerai. Mais aussi parce que si on arrive à travailler par ce biais, on peut éviter énormément des violences sexistes intrafamiliales qui se produisent dans la ville et qui se produisent dans le logement. Et parce qu'aussi, en travaillant sur le sujet, on a découvert à quel point la conception de la ville a toujours été androcentrée. Toujours, tout est conçu à partir des pratiques des hommes. Je n'aurai pas le temps de vous le démontrer par A plus B, mais je crois que vous avez tout à l'heure un atelier avec Anne Labreuil qui va certainement en parler, qui est une des spécialistes du sujet. Alors, pourquoi je commence avec Suzanne Valandon? J'ai été visiter l'exposition avec mon amie Nancy Chenu à Beaubourg. Et on a été saisis par cette image et par, en fait, tous les tableaux. C'est sans doute la peintre la plus féministe au monde. Et quand vous voyez ce tableau, elle peint une femme qui n'est pas très belle, qui n'est pas très particulièrement bien habillée, qui est extrêmement épanouie, elle est étendue, elle est heureuse, elle fume et elle s'en fout éperdument de la manière dont elle est perçue. Et donc, l'objectif, pour moi, est que les femmes soient comme ça dans la ville. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas besoin d'être un objet sexuel, qu'elle n'ait pas besoin de se cacher, qu'elle puisse faire du jogging et qu'elle puisse être elle-même. Voilà pourquoi je vous montre Suzanne Valandon.
On va passer à l'image d'après. Alors, avant de passer la vidéo, je voulais insister sur le fait qu'en travaillant sur le sujet, pas seul bien sûr, puisque nous avons des co-porteurs du projet dans le cadre du club, mais aussi parce que j'ai travaillé avec des spécialistes, dont Guillaume Hébert, la Fabrique de la Ville. J'étais très contente d'avoir un homme avec moi sur le sujet, parce qu'on a besoin des hommes avec nous, il ne faut pas que ce soit seulement féminin. Alors en travaillant sur le sujet, on a constaté que les élus étaient beaucoup plus mobilisés que les professionnels, qui l'étaient très peu, à part les experts, quelques expertes. Très peu. Les aménageurs, pas du tout. Les villes, quelques-unes. Paris, sûrement. Un peu Besançon, aujourd'hui Strasbourg, et Nantes. Alors j'ai éprouvé le besoin d'interviewer Johanna Roland, que j'aime beaucoup, qui est la maire de Nantes, maire socialiste, et présidente de la métropole. Et donc je vous livre cette interview qui dure 2 minutes 30. L'objectif que j'ai posé pour Nantes, c'est d'être, à 10 ans, la première ville non sexiste. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se dire que dans notre ville, les filles, les femmes, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur histoire, doivent pouvoir avoir le droit à la ville, dans toutes ces acceptations. Donc ce sont des actions très concrètes, à la fois sur la formation de nos agents, des questions sur les représentations, donner des non-dits aux femmes, les violences sexistes et sexuelles, la lutte qu'on mène et la manière dont on accompagne les femmes, et puis évidemment les questions d'urbanisme. Concrètement, le choix que nous avons fait, c'est de pouvoir choisir des projets démonstrateurs, des projets pour avancer, des projets pour bouger les lignes. Le projet de la Petite Hollande, qui est un des projets phares de la centralité nantaise, est en train d'être passé totalement au tamis de cette question de la ville féministe. Concrètement, les enjeux d'aménagement, les enjeux de prévention urbaine, les enjeux de desserte des mobilités, les enjeux de rapport entre l'espace public et la culture, comment toutes ces questions-là sont regardées avec ce prisme, ces lunettes de l'égalité femmes-hommes. Quand on parle de ces questions, très souvent, et c'est légitime, un des premiers sujets qui vient, c'est celui de la sécurité. Il faut le traiter, avec rigueur et avec détermination. Mais le lien entre l'urbanisme et la question féministe ne se réduit pas pour autant aux questions de sécurité. Les enjeux de mobilité, les enjeux d'habitat inclusif, les enjeux de santé, les enjeux de rapport à la culture, tous ces sujets sont à regarder dans une approche bien plus transversale. Dans l'avenir, ce que je voudrais, c'est que ce que nous avons commencé à expérimenter dans ce mandat, on puisse le généraliser. Et je le dis parce que pour ça, on a besoin d'une volonté politique forte, elle est là et bien présente. Mais on a aussi besoin de ressources, d'outils, de professionnels qui eux-mêmes deviennent totalement maîtres de ces questions. Pour pouvoir demain se dire qu'il n'y a plus un projet urbain, de la même façon qu'il ne doit plus y avoir un projet urbain qui laisse de côté les sujets écologistes, qui puisse oublier les questions féministes. Voilà, je pourrais arrêter la conférence là, parce qu'elle a absolument tout dit, Johanna Roland, et ça rejoint les propos que vous avez tenus ce matin sur la mobilité, sur l'inclusion, l'habitat inclusif, et bien d'autres sujets. Mais bon, je vais quand même aller un petit peu, essayer de développer en tout cas, d'aller un petit peu plus loin. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que la presse s'en empare. Et j'étais très heureuse quand Très Urbain, qui m'a longuement interviewée, a titré l'urbanisme féministe, urbanisme universel. Moi, j'avais fait un article pour initier le processus qui s'appelait « Oser parler d'urbanisme féministe » dans la revue Urbanisme, mais le plus spectaculaire, c'est ce qui se passe à Umeå, ça se prononce Umeå, ça s'écrit Umeå en Suède, qui est la ville, à part Vienne, la plus féministe au monde, qui a eu droit quand même à 6 pages dans Marie-Claire. Si vous voulez, là, c'est la victoire. C'est-à-dire que nous, quand on arrive à passer dans des grands journaux comme ça, et pas seulement dans le monde professionnel, c'est beaucoup plus important. Alors, j'ai éprouvé le besoin d'explorer pourquoi féminisme, c'était agressif. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du féminisme. Alors, le féminisme, c'est un courant de pensée, mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité des hommes et des femmes. Je ne sais pas pourquoi c'est agressif. Je ne sais pas si les hommes qui sont ici trouvent ça agressif. C'est aussi une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société, dans le Robert. Ça me paraissait toujours pas très agressif, ça me paraissait d'une légitimité totale.
Alors, comme on avait fait de nombreuses séquences, de nombreuses interviews, je fais définir l'urbanisme féministe par quelques personnes qu'on a interviewées, en particulier Eva Keil, qui est une légende pour nous. C'est une légende, c'est l'initiatrice de l'urbanisme féministe à Vienne. Vous trouverez énormément de références dans l'urbanisme, dans le monde et partout. C'est une femme incroyable parce qu'elle a commencé il y a 30 ans, ça n'intéressait personne. Elle était petite fonctionnaire dans une mairie et elle a lancé le mouvement qui aujourd'hui fait de Vienne sans doute la ville la plus féministe du monde. C'est-à-dire que tout passe à ce crible, absolument tout. Et elle dit, l'urbanisme genré évalue la qualité des décisions, des processus de planification pour garantir l'égalité des chances. Il renforce la sensibilité sociale dans la planification et vise le bien-être commun. Vise le bien-être commun, c'est majeur. Et c'est comme ça qu'on s'est défendu, nous, dans notre travail, parce que en explorant des exemples, on s'est bien rendu compte que l'urbanisme féministe fait du bien à tout le monde. Et puis une architecte à Bordeaux, Chloé Baudart, qui a beaucoup travaillé sur les cours d'école. Parce que le pire au monde, c'est les cours d'école, qui sont réservés aux garçons et aux jeux de garçons. Et elle a construit une école à Bordeaux, qui est une école vraiment qui favorise aussi bien les garçons que les filles, et c'est pas facile. Donc elle dit que c'est un engagement personnel qu'elle applique au quotidien, et c'est une attitude qu'elle essaye d'appliquer dans tous ses projets d'architecture, d'urbanisme et dans la gestion de l'agence. La gestion de l'agence, c'est pas rien. On pourrait aussi parler de la visibilité des femmes, qui est extrêmement faible, extrêmement faible. C'est très choquant, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des architectes dans la salle, mais si vous vous mariez, surtout prenez pas le nom du mari, parce que sinon vous disparaissez. Hein. Donc c'est très très difficile. Il y a que des femmes qui arrivent à exister en leur nom, mais elles sont toujours effacées. À travers l'histoire, les grands architectes de ce monde ont toujours travaillé en couple et les femmes ont disparu. Et puis, alors, je cite une architecte de San Sébastien, et San Sébastien est la ville qui a tout initié en Espagne. C'est le Pays Basque et caracole devant en Espagne sur l'égalité homme-femme. Donc un urbanisme au plus près de l'expérience vitale des personnes, moins androcentrée, une approche centrée sur l'humain. C'est ce qui a été dit ce matin dans la table ronde, une approche centrée sur l'humain. Et c'est bon pour tout le monde et pas uniquement pour les femmes. Donc vous voyez qu'on a trouvé quand même quelques appuis sur un sujet vraiment très difficile. Le constat qu'on a fait, c'est qu'en effet, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une ville pensée pour les hommes, qui inclut très peu ce qu'on appelle le care, les pratiques des femmes. Les pratiques des femmes tout à l'heure on a parlé de mobilité, les pratiques des femmes, par exemple, en termes de mobilité, n'ont rien à voir avec les pratiques des hommes. Alors on pense le déplacement domicile-travail, très souvent en voiture, les femmes ont des multi-déplacements. Elles vont déposer l'enfant à l'école, elles vont faire des courses, elles vont inscrire le môme à l'école, elles vont travailler, après elles vont refaire des courses, prendre le pressing. Et cette mobilité n'est pas du tout prise en compte, jamais. Et souvent la ville est dangereuse, elle n'est pas accueillante, elle exclut les femmes du droit à la ville. Je peux vous le démontrer de mille et une manières, mais là on n'a pas le temps. En particulier, vous avez vu récemment que les femmes ne peuvent plus faire du jogging à Paris. C'est quand même très très grave ce qui se passe. Et donc, j'insiste sur le fait que la France n'est pas motrice du tout. L'Espagne l'est. Alors, je cite juste 2-3 choses sur l'Espagne. En 2007, sous le gouvernement Zapatero, ils ont écrit une loi de l'urbanisme en faveur des femmes. Alors, l'université avait beaucoup travaillé sur le sujet et l'universitaire femme qui était motrice du sujet a été embauchée par la ministre en charge de l'aménagement pour écrire la loi. Donc il y a vraiment une avancée incroyable. Et l'Espagne donne tous les ans un prix national au meilleur projet en faveur des femmes. Vous voyez, on en est très 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 loin. La plupart des villes ont un service de l'égalité, à l'apostrophe E, égalité. Ça ne veut pas dire que ça marche, hein, parce que c'est très compliqué. Tout à l'heure, un intervenant a parlé des silos, mais bien sûr. Alors vous vous rendez compte, vous rajoutez l'urbanisme féministe aux autres silos. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que ça doit être transversal. Et donc, on a regardé Ouméo. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir, c'est incroyable. Tout ce qui a été fait, parce qu'il y a 2 délégués qui sont intégrés au sein de l'équipe d'urbanisme. Et ça, c'est la clé. Parce que beaucoup de villes, comme Lausanne, par exemple, ont une déléguée à l'égalité. Mais elle n'est pas, pareil à Nantes, n'est pas dans le dispositif urbanistique. Donc, c'est assez compliqué de lier les choses. Il vaut mieux que les personnes qui s'occupent du sujet aient des liens très étroits avec ceux qui s'occupent d'urbanisme et de mobilité. C'est là où ça marche le mieux. Alors, on a aussi observé Genève, d'autres villes, et en Amérique latine,
y a un dynamisme formidable, mais plus en termes d'activisme que de passage à l'acte. Il y a une mobilisation croissante en France, comme je vous l'ai dit, mais pas suffisante. Et il faudrait, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes et d'étudiants. Je vous conseille pour l'avenir de vous intéresser au sujet, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de commandes sur le sujet, mais les élus, ça les intéresse, cette affaire. Je vous donne aussi quand même quelques... Je ne peux pas m'empêcher de faire quelques anecdotes, mais quand on a travaillé sur la mobilité, on a contacté les bureaux d'études suisses qui sont les meilleurs au monde. Et on était en contact avec une spécialiste de la mobilité, et on lui a dit comment vous faites quand vous travaillez sur les femmes. Elle dit je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que je n'aurai pas le contrat. Alors qu'est-ce que je fais? Quand je fais de la participation, je mets les hommes dans la situation des femmes. Je dis à un monsieur qui a 50 ans, vous promenez votre petit-fils ou petite-fille avec une poussette, comment vous faites pour marcher là, comment vous faites pour accéder au tram, comment vous montez. Donc, je les mets dans cette situation pour progressivement les amener à comprendre à quoi les femmes s'attellent. Alors les principes qu'on a affirmés dans notre groupe, donc mettre l'accent sur les usages, ça a beaucoup été dit ce matin, les usages, et pour partir de ceci, concevoir à la fois les projets et aussi la gestion, parce que la gestion c'est tout à fait aussi important que les projets, et donc voilà, ces principes je les ai déjà énoncés, donc je vais plutôt passer maintenant à des choses très concrètes, pour dire que les thèmes que nous avons abordés traversent réellement toutes les échelles de l'aménagement, exigeraient des politiques publiques que nous n'avons pas, du tout, que nous n'avons pas. Et ça concerne toutes les échelles. C'est pas seulement du micro et c'est pas seulement du macro. Alors je commence par la planification, ça peut paraître étonnant, mais par exemple dans le Pays Basque, le schéma directeur qui serait l'équivalent de notre SCOT est conçu à partir, enfin en tout cas cette dimension intervient, notamment dans la question de la mobilité, dans la question des centralités, dans la ville à 10 minutes, si possible, ce que fait d'ailleurs la ville de Bruxelles aujourd'hui. Donc c'est essentiel de travailler à l'échelle de la planification, aussi d'avoir des chartes. La ville de Paris, elle en a une, donc elle a des guides de référence, mais moi je trouve très dommage que ça s'arrête aux limites de Paris. Je ne comprends pas, parce que finalement les femmes qui sont à Paris, elles sont en périphérie, et je crois qu'il n'y a aucune coopération avec la périphérie, donc ce qui est dommage. Alors le projet de ville, c'est-à-dire, vous avez entendu Johanna Roland, qui parle de la ville et de la métropole, c'est-à-dire avoir une vision pour l'ensemble de la ville. Alors, ce terme de vision est assez peu français, il est très anglo-saxon. Les anglo-saxons vous disent « the vision for a city ». Donc c'est quelle ville je veux être. Alors dans les villes qu'on a étudiées, Vienne surtout, Ouméa, et aujourd'hui Nantes. La sécurité c'est très essentiel parce que c'est toujours le point d'entrée, c'est-à-dire quand un bureau d'études a une commande, c'est par la sécurité. Ça commence comme ça. C'est toujours la question de la sécurité. Alors c'est essentiel, la sécurité dans les transports, c'est essentiel dans l'organisation urbaine, et c'est essentiel dans la lumière. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la lumière et la ville, dans des événements, et j'ai fait un livre qui s'appelle « Penser la ville par la lumière ». Roger Narboni travaille sur cette question de la lumière pour rendre la ville non pas très éclairée, au contraire, mais éclairée intelligemment, au regard du plaisir de la ville. Et récemment, il a fait une mission à Montevideo, je montrerai l'image tout à l'heure, assez extraordinaire, où il fabrique des salons urbains dans la ville, accessibles à 10 minutes en voiture, ce qui permet aux femmes de sortir le soir et de profiter de la ville. Et la sécurité, c'est une question très importante dans les transports. Même à Toulouse, où il y a vraiment des agents qui s'occupent de la question des femmes, les femmes ne prennent plus le métro à partir de 8 heures. Alors que tout est fait pour la sécurité. À New York, alors je crois qu'à partir de 19h, c'est fini. Donc cette question de la sécurité est très très importante, mais assurer la sécurité, comme a dit Johanna, c'est pas suffisant. Et ce que disent les responsables de la ville d'Ouméa, c'est il suffit pas que la femme soit en sécurité dans la ville, il faut qu'elle puisse se développer et s'épanouir et être heureuse dans la ville et faire ce qu'elle veut. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec Suzanne Valandon. L'espace public, bien sûr, à toutes les échelles, puisque la qualité de l'espace public, son organisation, le plaisir qu'il vous offre, la sécurité des trajets,
favorise aussi la marche à pied et favorise la ville à 10 minutes et favorise le plaisir de la ville et donc l'occupation par les femmes, les enfants, les personnes plus âgées. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de handicapés. Par exemple, à Barcelone, l'équipe Punsis, qui travaille beaucoup sur cette question, a eu une mission sur la localisation des bancs dans la ville historique, l'Ensanche. Elles sont parties du comportement des dames d'un certain âge qui ne pouvaient plus sortir de chez elles parce qu'elles n'avaient pas assez de bancs pour s'asseoir et que les bancs n'étaient pas ergonomiques. Donc, la ville a suivi, a réalisé ce projet de bancs adapté, et qui a permis à tout le monde, finalement, de pratiquer la ville et de sortir de chez soi, ce qui est un atout majeur pour les questions de santé, comme vous le savez, et j'imagine que vous l'avez abordé tout à l'heure. La mobilité, donc j'en ai déjà beaucoup parlé, sur la facilitation d'usage, les tracés. L'habitat inclusif, j'ai vu qu'il y avait ce matin quelqu'un de Villiers-le-Bel, et vous faites une expérience d'habitat inclusif, qui est une des plus déterminantes en France, on espère que ce sera réalisé. L'habitat inclusif, c'est à la fois l'organisation des logements à l'intérieur, son évolutivité, la cuisine au milieu, les pièces non attribuées. Il y a des constantes sur tous les projets qu'on a pu regarder. Le rapport à l'espace public, pouvoir surveiller l'enfant à partir de chez soi, etc. Les coursives qui permettent de savoir si un homme bat sa femme. Enfin, c'est plutôt les hommes qui battent leur femme. Il paraît que le contraire existe parfois, mais bon. Les parkings en demi-sous-sol, etc. Les pièces collectives. Les pièces et services collectifs, c'est très important ça, parce que les gens se rencontrent, et c'est une vie en commun, et ça facilite aussi le moindre usage d'ailleurs de la voiture, et puis le vivre ensemble. La mise en lumière, j'en ai déjà parlé. Alors le nom des rues, beaucoup de villes travaillent sur le nom des rues, pour augmenter la quantité de noms de femmes. On part de très très bas, hein. Souvent c'est 2%. Et la ville de Nantes, par exemple, dans les 2 mandats de Johanna Roland, a 2 fois plus de noms de femmes que pendant toute son histoire. Alors Lausanne fait la même chose, mais même en avançant, on a du mal, hein, parce que Vienne ne nomme il n'y a plus que des noms de femmes, et ils sont à 17%. Et ça fait quand même 15 ans qu'ils travaillent là-dessus. C'est important, hein, les noms de femmes, puis la visibilité, bien sûr les sculptures, alors les équipements publics, bien sûr, notamment les écoles, et puis le rural, j'ai pas le temps de vous en parler, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, s'il y a une catastrophe en France, c'est dans le monde rural, où rien n'est fait pour les femmes. Elles sont d'ailleurs pas payées, elles n'ont pas de service, elles ne peuvent pas se déplacer, et elles n'ont pas de café. Les cafés sont réservés aux hommes, pratiquement comme en Afrique du Nord. Donc c'est un sujet aussi qu'on a abordé et qu'on espère développer. Alors bien sûr, dans la méthode, et vous en avez parlé ce matin, des modes de participation qui sont différents, hein. Les marches exploratoires, ça a beaucoup s'est développé énormément par l'urbanisme féministe, et qui parfois va très loin. Par exemple, Punsis, qui est l'équipe espagnole qui en fait beaucoup, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine, fait beaucoup de coproduction. Ça veut dire qu'après la marche exploratoire, les groupes se mettent ensemble pour dessiner les lieux problématiques et pour faire des propositions ensemble. Donc c'est de la coproduction, ça va au-delà de la participation. Et l'intelligence artificielle, j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais si vous venez, je pourrais envoyer l'invitation à Ecopolis. J'organise un événement sur l'intelligence artificielle le 5 décembre dans Paris, à Léonard, avec l'idée de quels sont les dangers et quels sont les potentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, il faut que vous le sachiez, est extrêmement genrée en défaveur des femmes. Quant à leur visibilité, quant aux données qui sont biaisées, donc il est très impératif de s'y intéresser pour faire évoluer les choses en la matière et pour instrumentaliser, dans la mesure du possible, l'urbanisme féministe. Alors, santé quand même, parce que c'est votre journée, même si j'ai pas centré mon sujet là-dessus. Vous vous doutez que les questions de sécurité sont essentielles. Les questions de violence. Les violences, c'est important parce que c'est pas seulement la santé physique, c'est la santé mentale de toute la famille. Donc c'est gravissime. La question de sécurité, si les femmes ne peuvent plus courir, elles sont moins en bonne santé si elles peuvent pas utiliser l'espace public. Bon, la marche et les transports écologiques, bien sûr. La ville de la proximité qui favorise la santé mentale, l'espace public, la jouissance du paysage. C'est essentiel. Quand vous refaites les abords d'une rivière, que les gens se promènent, il y a une évasion, il y a à la fois un effet sur votre santé physique, mais surtout sur votre santé mentale, l'accessibilité au transport, le gain de temps, l'école inclusive.
drôlement important. Les dégâts que font les écoles qui ne sont pas sont gravissimes. Et j'insisterai pas trop là-dessus, mais je pourrais revenir une autre fois sur les questions de santé. Je voulais juste vous montrer quelques exemples. Alors, en haut, vous voyez le diagnostic participatif que mènent les Espagnols avec le fait de dessiner ensemble, en fait, le constat qu'on fait suite aux marches exploratoires. L'habitat inclusif à Valence, ici, et aussi à Vienne, plus loin. L'affiche de Nantes, qui est formidable, qui est distribuée partout dans la ville, sur la ville non sexiste. Les salons urbains dont j'ai parlé à Montevideo. Ouméa, alors j'ai fait, c'est Ouméo, j'ai fait un flash, enfin disons un cas spécial sur cette ville qui est assez extraordinaire. Je pourrais vous transmettre d'ailleurs l'article de Marie-Claire parce que je trouve que c'est très très bien fait. Il y a aussi un très bel article dans The Guardian. The Guardian est un journal remarquable qui parle très bien d'urbanisme et d'architecture. Alors déjà vous voyez que les passages piétons, il y a des femmes, hein. Ça existe jamais hein, chez nous. Et puis vous voyez l'espace public est travaillé pour la visibilité du mobilier urbain. D'ailleurs, si vous allez sur la place du Panthéon, il y a eu un très beau travail de Jean Réville de même nature qui favorise l'usage de l'espace public par les femmes et le séjour dans l'espace public. Ce qu'on voit aussi, c'est, alors on le voit pas là, mais ils ont réalisé des œuvres d'art dédiées aux femmes. Ils ont travaillé sur les souterrains, parce que les souterrains, c'est les endroits le plus graves. Hein. Ça commence très souvent comme ça. Par exemple, l'action à San-Sébastien et à Ouméa a commencé par la sécurisation d'un passage souterrain où les femmes sont agressées, etc., pour le rendre lumineux et le rendre donc moins dangereux, pas dangereux du tout si possible, et agréable. Et puis le mobilier de l'espace public qui favorise énormément l'usage par les filles. Donc voilà, j'en ai fini avec... Parce que j'aurais pu vous montrer beaucoup d'autres exemples. Je tiens à montrer des exemples parce que ce qui est important dans le travail que nous menons, c'est pas seulement de l'activisme. Je pense qu'on donne du courage aux gens en montrant qu'il y a des choses qui se font. Et qu'est-ce qui se fait à toutes les échelles. Et à n'importe quelle échelle, vous pouvez le faire. Donc, l'objectif que nous avons pour finir, ça, je passe aussi quand même par un site, je pourrais vous envoyer le lien, sur les noms des femmes. On voit la situation des différentes villes. Vous voyez, Barcelone a beaucoup avancé, hein. On est à 15%. On a des villes très très... Lisbonne est pas mal, à 10%. Vous voyez, quand on est très très bien, on est à 15%. Je crois que Paris, c'est pas mal. Non, Paris est à 8%, alors qu'ils font beaucoup d'efforts depuis assez longtemps. Alors c'est un outil assez amusant qui est mis à jour de façon permanente. Donc, pour conclure, l'essentiel pour nous, c'est de tirer des leçons des approches qu'on a étudiées et de faire en sorte, comme l'a dit Johanna Roland, que les expérimentations deviennent l'ordinaire de la ville et que la question soit posée dans toute approche urbaine, de manière transversale. Et ça commence par intégrer les délégués à l'égalité dans les services en charge de l'urbanisme, ce qui n'est jamais le cas pour l'instant en France. Et c'est un combat que j'essaye de faire passer parce que ça me paraît essentiel. Et puis je suis à votre disposition pour échanger. On m'a dit de laisser beaucoup de temps pour pouvoir parler avec vous et répondre à vos questions ou avoir vos suggestions. Merci. Ne soyez pas timide. Alors, si personne ne veut parler, moi, je pense qu'il faut donner la parole aux étudiants. Où est-ce qu'il y a des étudiants? Les gens les plus jeunes, parce qu'on a vraiment besoin de vous, hein, parce que vous savez, les combats à mener, c'est vous qui allez les mener, hein, c'est pas nous. Et que ce soit l'écologie, l'égalité, les femmes. Alors, il faut choisir n'importe quel étudiant. Moi, j'ai une technique pour ça. Alors, où est-ce que je vois des... Le public est jeune en général, donc j'ai un peu de mal à repérer les... Un garçon, ce serait bien. Vous êtes étudiant, vous? Ça fait rien. Prenez le micro, dites-moi quelque chose, n'importe quoi. Il y a un monsieur qui est habillé en clair, là, pour déjouer le mauvais temps. Je suis sûre que vous avez quelque chose à dire. Alors bonjour. Bonjour. Déjà merci pour cette présentation. Donc moi je suis pas étudiant, moi je travaille pour toujours la ville de Villiers-le-Bel, décidément, on est partout. Pour la ville de Villiers-le-Bel. Ah, à Villiers-le-Bel. Donc moi je suis chargé de mission prévention santé handicap, donc je travaille sur en lien plus avec ces thématiques.
Mais non, j'ai trouvé votre présentation très pertinente. Et puis c'est vrai que nous, on a cette volonté aussi sur la ville d'inclure au maximum la femme dans nos actions. Là, on est au mois d'octobre, donc Octobre Rose, on est sur une programmation, on met en place beaucoup de choses. Ce que je voudrais peut-être valoriser, voilà, c'est pas vraiment sur votre présentation, mais nous, ce qu'on met en place, tous les ans, en plus d'Octobre Rose, on met en place des consultations gynécologiques gratuites pour les femmes. Voilà, ça c'est très bien. Et on cible les femmes qui n'ont pas eu de suivi gynécologique depuis très longtemps ou voilà, qui ne sont plus en tout cas dans un parcours de suivi. Donc on a cette initiative qu'on renouvelle tous les ans et on met en place la gratuité et la proximité. Mais ça c'est très bien. Et justement, vous avez lu dans Le Monde hier que la santé des femmes est beaucoup moins bien traitée que celle des hommes. Même là, hein. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai conscience. Ouais. Donc, et Johanna Roland, elle met à disposition les serviettes périodiques pour toutes les filles dans la ville, également un les projet distributeurs partout. C'est un projet aussi qui se C'est-à-dire développe que dans c'est beaucoup en fait de toutes villes. les échelles et tous les sujets. Oui. Bon, alors, voilà, il y a un petit jeune homme là. C'est sûr qu'il est étudiant. Vous êtes étudiant, vous ? Après, il faut qu'il y ait une fille quand même, non ? Du coup, bonjour à tous. Donc moi, j'avais une question, c'était par rapport donc au passage piéton avec le dessin de femme à la place de celui de l'homme. Donc ça, moi, je pense que ça peut être une très bonne idée pour rendre un peu l'espace public aux femmes. Mais je me pose aussi une autre question, c'est comment justement convaincre les personnes de faire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui diraient ah ouais, c'est de l'argent public jeté par les fenêtres juste pour mettre une femme sur un panneau, alors que ça a beaucoup d'impact, mais je me demande comment on pourrait convaincre les gens de voir le réel impact que ça aurait. Écoutez, d'abord, ça ne demande pas beaucoup d'argent parce qu'on les remplace comme de temps en temps. Hein. Deuxièmement, je pense qu'à Ouméa, tous les passages piétons, c'est pas des filles. Hein. Ça doit s'équilibrer. Et ce qui est important, c'est pas du tout d'évincer les hommes, mais voilà, d'établir l'égalité, tout simplement, le féminisme. C'est pas plus cher qu'autre chose. Ça, c'est une chose sur laquelle on a travaillé. Ça coûte souvent moins cher de faire l'urbanisme féministe parce que vous faites moins de place à la voiture. C'est la voiture qui coûte très très cher dans la ville. Les femmes se déplacent plutôt à pied en transport en commun. Et adapter la ville, ça coûte pas si... De toute façon, on le fait. Il faut le faire. On le fait pour la ville écologique. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres... Et la jeune femme à côté, voilà. Vous êtes étudiante, vous ? Ouais, ça fonctionne. Très bien. Oui, ça fonctionne. Attendez, vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Concernant la ville, à 10 minutes, où tout est à proximité à partir de 10 minutes, est-ce que vous pensez que c'est possible ou c'est plutôt utopique de mettre ça dans les villes autant que dans les zones rurales ? Ah ben justement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, d'abord la ville à 10 à 15 minutes, ça n'a pas du tout été inventé par Carlos Moreno. Hein. C'est une usurpation. Et un jour, à France Culture, je lui ai dit que faut pas charrier quand même. Ça existe depuis 250 ans, ici au moins. Et si vous êtes en urbanisme à l'école ? En tout cas, si vous avez reçu des cours d'urbanisme, vous connaissez les théories de Benesi Howard, c'était déjà ça. Hein. Donc je trouve un peu gonflé de s'attribuer le mérite d'une pensée qui est très ancienne, c'est-à-dire faire la ville de la proximité. Bruxelles le fait. Bruxelles le fait aujourd'hui plutôt 10 minutes dans la ville centre. Et Bruxelles, c'est une ville pauvre, avec énormément de nationalités. Et l'objectif, c'est que chacun puisse trouver à proximité tous les services dont il a besoin. Mais il y arrive. Hein. C'est un maire socialiste qui est là depuis 2 mandats, avec 2 mandats et demi, avec des alliances parfois avec la droite, parfois avec les Verts. Vous voyez, ils savent faire. Hein. Nous, on ne sait pas du tout. Eux, ils font ça super bien. C'est-à-dire que ce sont des coalitions et il arrive à le faire. Et donc, vous avez raison que dans la ville dense, c'est beaucoup plus facile. Quand on est en périphérie, on peut le faire à proximité des transports en commun, mais par exemple, la métropole de Barcelone, qui est très grande, dit, nous, la ville à 30 minutes, c'est déjà pas mal. La périphérie. Alors le monde rural, c'est la catastrophe. Donc c'est la catastrophe, mais on peut jouer, c'est-à-dire que, c'est par exemple, quand on sauve des villages, on peut arriver. Moi, je connais une petite ville, Pérignas-sur-Allier, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé avec le maire,
qui est un type remarquable, paysan et intellectuel, c'est pas contradictoire, qui lui est arrivé à faire créer dans sa ville une sorte de café-restaurant, la Grenouille. Et c'est devenu une centralité, c'est extraordinaire. Avant, les gens avaient aucun endroit pour se retrouver. Et là, ils se retrouvent et on peut consommer un café pour 1 euro, donc c'est bon, tout le monde peut y aller. Et ça, c'est essentiel. Vous savez que l'État a un dispositif des 1000 cafés en France. Il n'y a pas beaucoup de villes qui en ont profité, c'est dommage. Mais la situation du monde rural en France est un cauchemar. Moi, j'ai beaucoup étudié la Suisse et ça se passe quand même beaucoup mieux parce que l'objectif, c'est que chacun... D'ailleurs, j'avais proposé à la ministre à l'époque, quand elle a lancé Zéro Artificialisation Nette, j'ai dit pourquoi vous n'appelez pas ça plutôt bien habiter la France partout ? Et ça, c'est un chemin qui n'est pas du tout encore réalisé. Et vous savez aussi comment ils votent, le monde rural. Et ils votent pas par conviction pour le Rassemblement national. Hein. Ils votent parce qu'ils se sentent abandonnés. Et il l'est. Pourtant, l'État français donne de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il le donne à bon escient ? Je ne sais pas. Il y a vraiment... Ça aussi, votre génération doit travailler là-dessus. Alors, je profite aussi... J'ai parlé de Bruxelles. Le maire de Bruxelles prend des dispositifs difficiles. Hein. Il réduit beaucoup la place de la voiture. Et il me dit, les adultes protestent. Toujours. Il me dit, après, je passe en force. Et puis les jeunes, ça va. Ils s'habituent à ça, ils voient l'intérêt de la chose et ils l'adoptent. Il dit, moi, je travaille pour des nouvelles générations. Et je dirais, moi aussi, d'une certaine façon. Parce que nous, on est très découragés, vous voyez, parce que pratiquement tout ce qu'on a construit se casse la gueule. Hein, les dispositifs environnementaux, l'égalité, ça se casse la gueule. Mais après tout, on a quand même résisté à la Shoah, aux guerres mondiales, et on a besoin que vous soyez très, très optimistes et que vous soyez proactifs. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Donc c'est à vous de vous emparer de ces sujets, les sujets de l'inclusion, les sujets des femmes, les sujets de l'écologie, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Et je le dis avec la plus grande sincérité. Hein. Bonjour, je ne suis pas étudiante, architecte, jeune. Vous avez l'air, hein. C'est gentil. Bon, je ne sais pas si c'est un compliment. À propos des marches exploratoires, donc certaines qui ont lieu en non-mixité entre femmes, ce que je trouve hyper pertinent. Vous parliez à un moment donné de mise en empathie des hommes dans l'espace public. Est-ce qu'il y a aussi des marches qui s'adressent aux hommes, justement ? Parce que s'il y a aussi un sentiment d'insécurité des femmes dans la rue, c'est aussi parce qu'il y a des hommes qui agissent envers elles. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place concrètes aussi qui s'adressent aux hommes pour qu'ils puissent s'investir sur ces questions-là ? Alors, je n'ai pas de réponse précise, mais je cite une des déléguées à l'égalité à Ouméa. Elle dit les femmes n'ont pas peur de la ville, elles ont peur des hommes dans la ville. C'est vrai, et c'est bien dit. Alors, je crois que non, malheureusement. Moi, je pense qu'il faudrait, effectivement, prendre les femmes toutes seules, c'est bien parce qu'elles puissent s'exprimer. Moi, j'ai une fille qui travaille dans la participation, la belle friche, et c'est compliqué. Et c'est compliqué parce qu'en fait, les villes, elles vous demandent en fait de leur dire que tout va bien. Et quand vous leur dites que non, tout va pas bien, ça leur fait pas particulièrement plaisir. Donc c'est compliqué. Et c'est compliqué d'aller, tout à l'heure ça a été dit, aller chercher les enfants à l'école, aller chercher les gens là où ils sont, c'est très compliqué. Alors, avoir les femmes toutes seules, c'est important parce que, bizarrement, les femmes sont moins sûres d'elles que les hommes. Et je vais en parler. Alors, les prendre seules, c'est important, mais pas seulement. Je veux dire, il faut aussi marcher avec les hommes pour qu'elles s'expriment devant les hommes. Et que les hommes eux-mêmes, d'ailleurs, parfois, ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas à l'aise. Et vous avez absolument raison. Il y a quand même des questions d'éducation. Je veux dire, le machisme, ça s'apprend à l'école. Hein. Ça s'apprend tout petit. Ça s'apprend tout petit. De quoi j'ai dit que j'allais parler qui était important ? J'ai oublié. Ah, voilà. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai été professeur à l'université. Hein. Et systématiquement, les garçons prennent la parole plus facilement que les filles. Donc je faisais un exercice que j'ai pas fait avec vous, que m'avait appris un jour un animateur. Alors je demandais, donnez-moi un chiffre, 5, 3, alors je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, alors ça a tombé sur vous en rose là, et donc c'est vous qui parlez. Alors je le faisais avec mes étudiants, et c'était assez extraordinaire, parce que une fois je donnais la parole à une fille qui prenait jamais la parole, elle dit un truc génial, et du coup je l'ai prise en stage, parce qu'elles osent pas.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que... alors, moi, je n'ai pas été élevée en France. J'ai été élevée au Liban. Et je n'ai pas tout à fait été élevée comme ont été élevées mes filles en France. Mes filles me disaient... Maman, arrête de faire ça, tu vas être ridicule. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que j'avais jamais entendu, personne m'a dit que j'allais être ridicule. Je pense que ça s'apprend à l'école, ça. Tu vas être ridicule. Pourquoi les Français parlent pas les langues étrangères? Parce qu'on leur dit, tu vas être ridicule. On m'a jamais dit ça. J'étais dans l'école française quand même. On m'a jamais dit que j'allais être ridicule. Donc je pense que déjà, on vous inculque ça, à tous, garçons et filles. Et puis les filles ont une sorte de... Je ne veux pas être désagréable avec les garçons, mais les filles ont une sorte d'insécurité. C'est-à-dire qu'elles pensent, elles sont perfectionnistes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très bien. C'est comme si on leur dit, elles vont faire un entretien d'embauche, est-ce que vous savez faire ça? Elles vont dire honnêtement, oui, ça non. Les garçons, ils savent tout faire. Et c'est comme ça qu'ils se font embaucher. Alors, moi, je pense que, et j'ai poussé tous mes étudiants, moi-même, je leur faisais un peu des cours là-dessus, et j'ai poussé tout le monde dans la vie professionnelle à faire des stages d'expression orale. Moi, quand j'étais à l'école au Liban, on avait un cours de diction-déclamation. C'est fabuleux, hein. Après, moi, j'ai été première, je passais dans les théâtres à 10 ans. Ça vous donne un peu de sécurité, ça, hein, de vouloir savoir vous exprimer. Et ça, c'est pas donné dans l'école française. Et particulièrement les filles. Donc, toutes les filles ici, dès que vous êtes embauchées, vous avez un truc formation, stage d'expression orale. Ça vous aide beaucoup à affronter l'adversité. Les filles, elles veulent qu'on les aime. Alors, elles sourient, elles veulent qu'on les aime, et elles savent pas tout faire. Et voilà, et elles perdent la partie. Donc, il y a une sorte de manque de confiance des femmes, peut-être un excès d'honnêteté. Alors, soyez un peu moins honnête et prétendez que vous savez tout faire. Vous savez tout faire. Parce que quand vous avez les pieds dans le cambouis, vous êtes tous des jeunes professionnels, il n'y a pas que des jeunes, bon, il y a des gens un peu plus âgés, vous savez très bien que quand vous mettez les pieds dans le plat, vous y arrivez, non? Tous. On vous donne un nouveau sujet, vous y arrivez. Donc, il faut oser, quoi. Il faut oser. Et puis après, quand ça marche bien, pour une fille, ça marche mieux après pour elle que pour les autres. Parce que comme elle sort du lot et qu'elle ose s'exprimer, eh ben, elle se fait remarquer, et elle va grimper, etc., etc. En tout cas, il ne faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir... Moi, je ne vise pas la supériorité des filles par rapport aux garçons, non. Je dis juste, ce serait bien quand même qu'on atteigne l'égalité, ce serait pas mal. Il y a de grosses injustices. Et dans l'IA, c'est un désastre absolu. Vous savez que dans les... Enfin bon, je crois qu'il faut que j'arrête parce qu'il y a les ateliers. Mais dans le capital risque, il n'y a que 2% des femmes dans l'IA. 2%, 98% de mecs. C'est quand même incroyable, ça. Donc, ça, il faut inverser, il faut s'emparer des maths, il faut s'emparer de l'IA. Il faut y aller, quoi. Voilà, ça, c'est mon message. Ayez du courage, tous, et surtout les jeunes, on a vraiment besoin de vous. Vraiment, vraiment.